Et c'est reparti donc pour une nouvelle matinale que nous démarrons, c'est vrai avec un peu de retard. Vous voudrez bien nous en excuser, chers amis téléspectateurs, vous le savez très bien. La technique a ses raisons que nous ignorons, nous pauvres humains que nous sommes parfois. Et donc on va y aller avec une matinale comme vous les aimez, une matinale bienveillante, une matinale, on va dire, vivante, toujours ancrée dans nos cultures, une matinale finalement rythmée aux couleurs des danses de la Takora ce matin. Regardez ceci. Oui, vous l'avez deviné, il s'agit bien entendu du Tipanti et ce n'est pas la seule danse de la Takora que nous allons découvrir ce matin. Restez avec nous, on fera un voyage dans le nord du Bénin. Si vous restez avec nous de bout en bout, vous en saurez un peu plus. Le département du Plateau sera également à l'honneur ce matin à travers un événement culturel majeur, Assa Jazz Baba Festival, un festival de jazz dont la mission est de révéler, célébrer et faire rayonner les cultures du plateau du Bénin tout en les connectant aux grandes dynamiques artistiques contemporaines du continent et du monde. Des artistes de renom sont annoncés, nous en parlons dans quelques instants dans Événements à la une. Et puis notre page santé s'arrête ce matin sur une question essentielle qui concerne de nombreuses femmes. Le syndrome des ovaires polykystiques qui revient encore aujourd'hui après le loupé d'hier. Est-il une cause d'infertilité chez la femme? Pour y répondre, nous recevons ce matin Dr Zaïd Olatundi, gynécologue, qui nous aidera à mieux comprendre cette pathologie encore trop méconnue. Bienvenue donc à toutes et à tous sur BLB. La bande à BLB est prête à vous accueillir. Installez-vous confortablement devant vos petits écrans et suivez le bulletin d'information avec Génial. Très heureuse de vous retrouver en ce début de journée. Madame, Monsieur, bienvenue. Les organisations de la société civile sont en action pour des solutions efficaces contre les obstacles de leur secteur. Un cadre d'échange pour renforcer l'espace civique au Bénin s'est tenu à Cotonou. Il s'agit d'un dialogue inclusif de 2 jours pour identifier les défis et proposer des solutions idoines. Victorine Bondé, Benjamin Denayon. Organisation de la société civile, autorités publiques, partenaires techniques et financiers, tous à la même table, tous avec un même but, consolider l'espace civique au Bénin. Nous nous sommes conviés pour envisager comment nous pourrions rendre plus efficaces nos interactions, les interactions des OSC avec toutes les autres parties prenantes du développement au Bénin. J'espère vivement qu'au terme des 2 jours du dialogue, que nous puissions ouvrir de nouveaux chantiers de collaboration suffisamment fécondes. À travers ce dialogue inclusif, il s'agit de promouvoir un espace civique vibrant et participatif. Solidarité, synergie, coordination, les maîtres mots de cette rencontre. Le présent atelier se veut donc un moment stratégique pour favoriser la concertation, initier des alliances et co-mobiliser des financements en faveur donc de l'espace civique, et ceci toujours pour les droits des enfants et l'égalité des filles. État des lieux de l'espace civique, identification des défis, esquisse de solutions concrètes, autant de chantiers pour donner plus de souffle à la démocratie participative. On en vient à présent à cette question. L'agroécologie est-elle la solution pour des populations saines et des sols en bonne santé? Eh bien, le réseau international agroécologie alimentation RIA, lui, pense que oui. Ce réseau d'échange entre acteurs bretons, brésiliens, burkinabés et béninois pose des actions en faveur des chaînes alimentaires durables et résilientes. À titre d'illustration, ce colloque international tenu à l'OCOSA sur les fertilisants organiques et les biopesticides. Évariste Zomaron, Samira Tchabimadi.
Dans un contexte de changement climatique, l'agroécologie apparaît comme le moyen le plus à même de garantir une alimentation saine aux populations tout en préservant nos écosystèmes. Vous aurez à faire le point sur l'état des lieux en ce qui concerne les besoins et les disponibilités en intrants organiques par pays. Échanger sur les thématiques allant des systèmes naturels, de maintien de la fertilité des sols et de protection des cultures à la mécanisation adaptée du compostage, sans oublier l'importance de l'agroforesterie, des arbres fertilitaires pour enrichir et préserver les sols. Chercheurs, élus locaux, agriculteurs engagés dans l'agroécologie et des membres de la société civile de 4 pays membres du réseau international agroécologie et alimentation, RIA, sont réunis pour penser aux voies et moyens de passer à l'utilisation et à l'adoption des fertilisants organiques. Il s'agira notamment, à la fin du colloque-là, d'adopter une feuille de route des actions concrètes pour pouvoir arriver à diffuser largement l'adoption des engrais organiques et des biopesticides. Le colloque reste un cadre d'échange et de partage d'expériences sur les dynamiques des biofertilisants. Le thème de la rencontre est « Fertilisants organiques et autres solutions agroécologiques pour enrichir et préserver les sols, changer d'échelle pour une agriculture performante ». C'est une bonne nouvelle pour les personnes vulnérables, de l'espoir renouvelé pour des familles, des femmes, des personnes âgées et bien d'autres. Les secours nationaux du gouvernement sont disponibles et c'est le département de l'Ouémé, voilà justement j'y arrive, qui a été choisi pour le lancement de cette opération de solidarité nationale. Voici le reportage. La remise des secours nationaux aux personnes vulnérables est ainsi actée dans l'Ouémé au titre de l'année écoulée. Cette opération prend également en compte les apprentis cas sociaux du département pour des appuis professionnels. Cette remise se fera dans les 9 communes du département au profit de 353 personnes bénéficiaires de secours nationaux et de 55 apprentis cas sociaux. Pour les bénéficiaires, les 353 bénéficiaires des secours nationaux, le montant qui est mis au profit est de 24 640 000 francs. Pour les bénéficiaires des appuis des secours nationaux. Toutes ces actions concourent au mieux-être et à la promotion d'une société juste et inclusive. Sur un total de 32 dossiers examinés, tous les dossiers sont déclarés éligibles, à savoir 15 personnes indigentes, 5 personnes en situation de handicap, 12 personnes âgées. Outre ces derniers, 5 apprentis vont bénéficier d'appui professionnel. Le tout pour un montant de 2 640 000 francs CFA. Les secours nationaux aux personnes vulnérables sont des appuis financiers du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance pour l'autonomisation des plus démunis. Législative et communale 2026, la plateforme des organisations de la société civile africaine pour la démocratie et l'assistance électorale s'exprime sur le double scrutin du 11 janvier dernier. Elle dresse un état des lieux et félicite tous les acteurs et bien évidemment le peuple béninois. La campagne électorale s'est déroulée dans un climat majoritairement apaisé. Les candidats aux élections législatives ont davantage axé leur message sur les enjeux nationaux, alors que les candidats aux élections municipales et communales ont privilégié les thématiques liées au développement local, à la gouvernance de proximité et à l'amélioration des services sociaux de base. L'environnement politique, globalement calme, mais caractérisé par des préoccupations persistantes relatives à l'inclusivité du processus électoral et à la participation de toutes les sensibilités politiques. Des efforts de sensibilisation et d'éducation civique menés par les institutions, les organisations de la société civile avec un impact variable selon les zones. La POSCADA estime que les élections législatives, municipales et communales de 2026 au Bénin se sont déroulées dans des conditions globalement acceptables au regard du cadre juridique national
et des standards régionaux et internationaux. La post-CADAR demeurera mobilisée pour le suivi des phases post-électorales. Alors que les résultats sont justement attendus pour aujourd'hui comme promis par le président de la Cour constitutionnelle, le parti Les Démocrates monte au créneau. La formation politique dénonce des irrégularités constatées le jour du vote et invite la Sénat à mettre à disposition les procès-verbaux pour une transparence du scrutin. Quoique injustement privé des moyens financiers publics indispensables à l'organisation d'une campagne électorale sereine, a répondu présent au peuple béninois le 11 janvier dernier. Ces élections se sont hélas déroulées avec beaucoup d'irrégularités. Le parti Les Démocrates appelle la Sénat à respecter les dispositions de la loi. En fournissant au parti Les Démocrates tous les procès-verbaux de dépouillement d'une part et tous les procès-verbaux de compilation d'autre part. Dans tous les cas, les premiers résultats en notre possession rassure que le parti lèvera, comme en 2023, des députés dans plusieurs circonscriptions électorales. Nous mettons en garde la Sénat et la Cour constitutionnelle de travestir l'esprit et la lettre de l'article 146 du Code électoral dans l'optique d'installer à nouveau un Parlement monocolore. Le parti Les Démocrates prend donc à témoin le peuple béninois, la société civile, les chancelleries et la communauté internationale des manœuvres mises en place pour exclure l'opposition béninoise de la scène politique pendant le prochain septennat. Le Bénin et l'Inde consolident leurs relations diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari a reçu ce mercredi les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Inde près le Bénin avec résidence à Abuja. Les détails avec Victorine Bondé et Ramatou Lawani. Une nouvelle étape dans la coopération entre Cotonou et New Delhi vient d'être franchie. À la suite de la cérémonie de présentation des copies figurées des lettres de créance, le chef de la diplomatie béninoise et l'ambassadeur de l'Inde ont tenu une audience de travail. Les échanges élargis aux membres des deux délégations ont permis de faire le point de l'état des relations entre le Bénin et l'Inde. Les deux parties ont également identifié plusieurs secteurs prioritaires en vue de renforcer et de dynamiser davantage la coopération bilatérale. De nationalité indienne, M. Abhishek Singh est titulaire d'une licence professionnelle en arts et sciences politiques ainsi que d'un diplôme de 3e cycle en gestion de ressources humaines. Entré au ministère indien des Affaires étrangères en septembre 2003, il y a occupé de nombreux postes, aussi bien à la centrale que dans les services extérieurs. Depuis 2023, il occupait les fonctions de co-secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères et sous-Sherpa pour le G20 avant d'être désigné en octobre 2025 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur la République du Bénin. Et vous le savez sans doute, puisque je l'ai annoncé sur ce même plateau, depuis quelques jours, le maire du nord de Miami est en séjour au Bénin, et ce sur invitation du roi de Savalo pour une quête de ses origines, puisque oui, l'homme aurait des origines béninoises. On retourne donc aux sources qu'il n'achève pas sans une visite au président du CES. Je suis venu ici au Bénin et plus particulièrement à Savalo sur invitation du roi de Savalo qui a été à Miami et qui a décidé de m'inviter. Je peux dire que compte tenu des résultats de mon ADN, je suis béninois. Et donc pour moi, c'est une grande émotion de revenir au pays de mes ancêtres. Mon but est d'amener les peuples ensemble. Et je suis dans le comité de jumelage aux États-Unis. Donc je vais travailler, bien sûr, Savalo a la primauté aujourd'hui, mais je vais travailler à ce qu'il y ait plusieurs jumelages entre des villes des États-Unis et des villes du Bénin. Bien sûr,
comme je dis, Savalou a la primauté, parce que le roi a insisté là-dessus jusqu'à ce que j'arrive aussi ici. It's truly been an honor to be here, and it's been a great experience. Et c'est donc l'heure pour nous de découvrir les différents événements à la une. Et nous prenons donc la direction du plateau juste après ceci. Alors, Patrick Diossou, le plateau s'invite sur la scène. Oui, le plateau. Bonjour le Bénin ce matin. Oui, bonjour le Bénin ce matin. Et Rachidat Biomama, on est sur le plateau, mais on va vers le plateau, on va sur le plateau du Bénin. Le plateau du Bénin avec toutes les villes, toutes les cités, de belles cités. Mais elle va en parler, elle aussi, elle est très belle. Celle qui va nous en parler aujourd'hui, c'est une dame qui est c'est une productrice, c'est une promotrice d'événements, c'est une responsable de grands événements, mais cette fois-ci, elle va nous parler de Acha Jazz Band, non pas Jazz Band, Acha Jazz Baba et Festival. Elle va nous en parler. Oui, Irede Tchala, Irede Babidele Tchala. Pourquoi Jazz Baba Festival? Est-ce que c'est Jazz Baba Festival ou c'est Jazz Baba Festival? Éclairez-nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Irede, merci d'être sur ce plateau et de l'irradier à travers votre beauté. Merci beaucoup. Alors c'est Acha Jazz Baba. Oui. Acha, ça veut dire culture en Yoruba. Acha. Jazz, vous savez ce que c'est des vibrations, c'est nos traditions, c'est notre histoire. En lien avec l'esclavage, etc., etc. Et Baba, ça veut dire maître en Yoruba, tout simplement. Oui. C'est vrai, la sonorité Jazz Baba est un peu liée à Jah Baba. Mais c'est toute une autre signification. Oui. Et tous ces noms mis ensemble donnent ce festival dont l'objectif est... L'objectif, c'est de démocratiser l'accès à la culture aux populations du plateau, aux artistes du plateau, de leur offrir une plateforme internationale professionnelle qui leur permette de se connecter aux marchés africains, internationaux, des industries culturelles et créatives, d'avoir accès à des formations dans leurs différents domaines de prédilection et d'excellence culturelle et touristique, de montrer assez les potentialités touristiques du plateau qui ne sont pas du tout valorisées. Et c'est un peu ça, c'est le cinéma, la danse, la musique, la mode, la cuisine. Ils font partie de nos modes de vie quotidiens. On a lié tout ça ensemble pour pouvoir offrir ce festival aux populations du plateau. Donc ce n'est pas simplement un festival de musique, c'est tout ce... Oui. C'est un mélange. Oui, c'est un mélange. Alors, ça a commencé parce que selon la programmation, ça commence du 21 janvier pour après, mais vous avez commencé déjà des activités au moment où Vodou Voudèze avait commencé. Parlez-nous un peu de ces activités avant qu'on ne vienne aux activités qui sont prévues pour plus tard. Alors, il y a des activités qui ont commencé depuis le 9 janvier. Oui. C'est la programmation off. Ça a commencé par une formation en sonorisation professionnelle pour les artistes et les acteurs du cinéma, etc., dans les métiers du son. Oui. C'est en train de durer, ça continue toujours, c'est pour 2 semaines, avec Jean-Bernard Atangana, qui nous vient du Cameroun, un expert international. Et ensuite, il y a une formation en mannequinat et expression scénique qui se déroule actuellement à Pobé, avec des jeunes du plateau qui s'initient au métier du mannequinat et de la mode. Oui. Et après, le mardi 20, c'est la journée avant le lancement officiel du festival. C'est la journée qui est dédiée aux traditions. C'est une journée d'ancrage. On commence la journée du mardi par les libations pour dire go. Oui. Voilà, pour dire go, pour demander aux ancêtres d'ouvrir la voie pour que le festival se passe bien. Et après les libations traditionnelles, dans l'après-midi du mardi 20, c'est une fête à travers toute la ville de Poubé. Procession de masques Guélédé, et Gougou, Gagalo, etc., etc. Et de fanfares traditionnelles, comme on fait chez nous. D'accord. Voilà.
Et ce n'est qu'après ça, le mercredi 21 maintenant, qu'on fera le lancement officiel du festival avec les activités officielles. Oui, lancement officiel, activité officielle, et c'est presque toutes les villes du plateau qui sont ciblées. Parlez-nous un peu de ces villes. Ce n'est pas simplement Pobé, ce n'est pas seulement Kétou ou Sakété. C'est itinérant, mais dans le plateau. Oui, c'est dans le plateau. Alors, il y a Sakété, Ifanyi, Pobé, bien évidemment, Kétou et Adiawéré qui font partie de la commune du plateau. Oui. Et toutes les activités incluent les artistes du plateau, les jeunes du plateau, les vieux du plateau, etc. Par exemple, on a un partenariat avec Blolab, qui a un bus numérique qui sera itinérant à travers toutes les communes du plateau. On commence par Ifanyi, on va dans une école primaire le matin, dans l'après-midi dans un collège d'enseignement général. Le Blobus va s'installer dans ces endroits stratégiques pour faire des activités, initiation numérique avec les enfants, des simulations, tout ce qui a trait au métier du numérique, et avec aussi l'association de Aïnovi le Conteur qui va faire des activités culturelles avec les enfants, danse, chant, contes, etc. Et ça va faire ainsi de suite Sakété, et Kétou, Adiawéré, et puis ça finit le dernier jour du festival sur le site du festival à Pobé. Oui. Ça, c'est une activité qui est dédiée aux enfants, mais le lancement officiel, c'est le mercredi 21 sur le siège du festival et qui est à Pobé. Oui. Et ce sera, après le lancement officiel, ce sera un panel scientifique sur la démocratisation de la culture, les enjeux et les leviers de développement. Ce sera animé par Doudoussa, qui est le manager de Youssou N'Dour, le directeur de Dakar Music Expo, William Kodjo, le directeur de la DAC, Ousmane Aledji, qu'on ne présente plus, le préfet du plateau et le maire de Pobé, qui sont des acteurs qui ont vraiment pris à bas le corps cette initiative et qui sont vraiment imprégnés de tout ce qui est tradition, culture et qui vivent les réalités du plateau. Oui. On annonce aussi, Patrick Diossou, des artistes de renom, n'est-ce pas? Parlez-nous-en un peu. Il y a même un artiste qui est descendu hier soir des États-Unis. Oui, il y a Ricky Bausman qui vient des États-Unis, qui est arrivé déjà hier. Il y a Kig Mensan, Zenab, Fatih Yeweyeton, Michel Pinero, Lekan Fakeye, etc. etc. Et puis, et puis il y a tous les stars, les artistes stars du plateau qui seront là. Il y a aussi beaucoup de scènes découvertes, scènes de jeunes tremplins. Il y a assez de spectacles, Guélédé, danse Bolodjo, et toutes ces danses qui sont en voie de disparition, mais qui continuent d'exister dans le plateau. Nous allons déjà à la cérémonie d'ouverture, il y en aura plein les yeux. Oui, justement, le plateau est plein d'artistes. Vous avez parlé des artistes. S'il faut parler des artistes qui chantent, des artistes qui exécutent beaucoup de morceaux, qui sont des morceaux béninois bien connus, le plateau en regorge. Mais il y a quelque chose qu'on veut retenir. Ce n'est pas simplement Djababa, mais c'est Jazz Baba. Oui, le jazz avec le plateau, est-ce qu'il y a des liens? Pourquoi avoir choisi, on va dire, le jazz comme fil conducteur? Oui. Alors, le jazz, quand vous prenez le jazz, il y a toujours de la musique traditionnelle africaine à l'intérieur. D'accord. Et vous savez, le plateau, nous venons du Nigeria. Et c'est des sonorités. Tout ce qui contient de la musique traditionnelle béninoise est beaucoup plus rapproché du jazz. Vous voyez les instruments qui s'utilisent pour faire le jazz, etc. Et il y a beaucoup d'artistes internationaux qui ne sont même pas du Bénin, issus de l'esclavage, qui explorent beaucoup ces sonorités. Et c'est tout à fait naturel que l'on revienne au jazz dans le plateau, qui a quand même beaucoup de spécificités, beaucoup de couleurs dans les sonorités, etc. Donc, c'est tout à fait logique. En fait, l'objectif du festival, c'est de créer un pont entre les gens d'ailleurs et d'ici. Et le jazz, c'est ce que représente le jazz. C'est un lien entre les cultures des peuples, un brassage entre les traditions, les modernités, et etc. Donc ça peut aussi offrir des opportunités de collaboration, Patrick. Bien sûr, c'est l'objectif, puisqu'il y aura des panels de discussion, il y aura un speed dating le vendredi,
pour que les artistes du plateau puissent rencontrer des personnes quand même à même de leur donner des opportunités, présenter leurs projets, et etc. Ce sera un marché. Et voilà. Et j'ai oublié de dire qu'il y aura un marché identitaire sur le site du festival qui va exposer tout ce qu'on a dit là, les modes de vie, la mode du plateau, les arts visuels et la gastronomie. Et il y a une activité sur la gastronomie ancestrale qui sera animée par moi et par une autre dame. Donnez-nous quelques exemples de mets qui sont typiquement du plateau. Oh, il y en a tellement. Bon. Il y a notre amala, bien évidemment, avec une bonne sauce quinquin et de la viande d'escargot. Oui, et puis vous connaissez le mélange de haricots et de maïs. Vous connaissez? On les prend beaucoup. Oui. C'est beaucoup, non? Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est du haricot avec du maïs mélangé et avec de l'huile rouge. Et vous savez, le plateau fait partie des plus grands producteurs d'huile rouge au Bénin. C'est des palmeraies à longueur d'hectares. C'est toujours un plaisir pour moi de faire le chemin pour aller là-bas parce que le paysage, il est magnifique. Et il y a des sites touristiques qui sont inexploités. Que ce soit dans Ifanyi, qui est... Toutes les communes du plateau sont frontalières au Nigeria. Donc, que ce soit Ifanyi, que ce soit Sakété, et puis il y a les Igboro, tout ça. Il y a des sources d'eau qui ont des histoires pas possibles. J'ai appris la dernière fois quand je faisais les recherches, parce que le dimanche, on commence la journée par un parcours touristique. J'ai appris qu'il y avait à Diawere une source d'eau où quand tu dragues une femme, tu lui fais boire cette eau. Elle est fan de toi. Elle est fan de pour toi. la vie. Ah oui, mais ça mérite qu'on y aille. Ça mérite qu'on amène nos caméras là-bas, là-bas pour voir un peu. Et on va tester ça sur une belle demoiselle pour voir si elle sera fan. Si elle sera fan. Alors, qu'est-ce que vous attendez du public? Comment peut-il participer ou même soutenir cette initiative? Alors, pour soutenir cette initiative, il faut juste se déplacer, tout simplement. D'accord. Il faut aller sur le site... L'ouverture, c'est à Pobet. Il faut donc aller à Pobet, déjà. Oui, il faut aller sur nos réseaux sociaux, Asha Jazz Baba, ASA Jazz Baba. Et notre site internet aussi, c'est asajazzbaba.bj. D'accord. Voilà, allez. Alors, l'invitation, c'est aller là-bas. Comment les gens vont se déplacer? Simplement, est-ce que vous avez prévu un déplacement spécifique? Alors, il y a des navettes qui sont prévues. Oui. Il y a des navettes qui sont prévues pour ceux qui vont venir de Cotonou, et etc. Donc, il suffit tout simplement de nous contacter, d'aller sur nos réseaux sociaux. Il y a tout ce qu'il y a là-bas. Et voilà. On y sera. De toutes les façons, les natifs du plateau, ce n'est pas ouvert seulement aux natifs du plateau. Non, c'est une fête internationale. C'est une fête pour les acteurs. Pour savourer la preuve, vous avez vu la belle brochette d'acteurs culturels qui animent les panels, les ateliers, les masterclass, etc. C'est toute l'industrie culturelle. Les opportunités, ce n'est pas seulement pour les artistes du plateau. Vous avez vu, les artistes qui sont même invités ne sont pas tous du plateau. Donc, tout le monde est invité à aller sur les réseaux sociaux de Asha Jazz Baba, sur le site internet, pour s'inscrire sur les activités parce que c'est important. Il faut qu'on comprenne que la culture, les grands événements internationaux culturels, ce n'est pas qu'à Cotonou. C'est pas qu'à Cotonou. Il est temps qu'on aille aussi dans les villes de l'intérieur. Il faut qu'on décentralise parce que c'est ça le développement durable. Exactement. Voilà, le plateau va vibrer à partir du 21, c'est bien cela. Du 21 au 25 janvier 2026. Tous donc... on doit tous courir vers le plateau pour soutenir cette initiative. Et un gros coucou à Dia Baba, ce fils du Bénin, en tout cas, qui fait beaucoup pour la culture béninoise. Et donc, bravo à lui pour cette initiative. Bravo à vous, puisqu'il ne le fait pas seul. C'est un groupe, n'est-ce pas, de jeunes amoureux de la culture, finalement. Qui a mis sur pied cet événement. Et donc, voilà pour ce qui est de Asha Jazz Baba Festival. J'y serai
Moi, essentiellement pour la gastronomie, parce que le mets, là, le maïs avec du haricot, c'est pas du boku. Le boku, en fait, c'est le maïs et l'arachide. Je pense, c'est ce qu'on achète souvent au péage de Savet et tout, rectificatif. Voilà, je me suis rattrapée, Amandine Aniambosso. Merci donc, Irédé. Patrick, ce sera tout Oui, on va raccompagner Irédé en écoutant un peu de jazz. On va maintenant, après événement à la une, mettre le cap sur le Bénin en mouvement. On vous invite à un voyage au cœur des rythmes et danses de l'Atakora, un autre département du Bénin riche de traditions, d'énergie et de gestes qui finalement racontent notre histoire. Voici pour vous Bénin en mouvement. Et pour nous guider sur ces pas de danse, une chroniqueuse qui ne se contente pas seulement de raconter, Amandine Aniambosso, elle vit presque tout ce qu'elle fait. Bonjour Amandine. Bonjour à vous Rachidat Biomaman. Alors, vous nous amenez chez moi, d'accord, dans l'Atakora là-bas, dans le nord du Bénin, et on va découvrir des pas et des rythmes. On va découvrir des pas et des rythmes, et comme vous le savez, Rachidat Biomaman, la danse béninoise est composée de différents styles et varie d'une région à une autre selon les ethnies. À chaque groupe socio-culturel correspond des rythmes et danses spécifiques. La danse sert généralement à transmettre une tradition, à soutenir l'exécution d'un rituel, à honorer une divinité ou à célébrer un événement. Dans le département de l'Atakora, à forte potentialité touristique, avec sa célèbre chaîne de montagnes, dont il porte bien sûr le nom, ses chutes d'eau en cascade ou encore ses habitats typiques appelés les Tata Somba pendant les grandes cérémonies. Les visiteurs sont toujours émerveillés par les rythmes, danses et chants de l'Atakora. Avec vous, Noël Ntia, journaliste culturel, vous êtes. Parlez-nous des danses de l'Atakora. Merci Amandine. Je voudrais... Bonjour Noël. Bonjour. Et déjà quand on vous voit, on sent déjà qu'on est dans la... Franchement, et ce chapeau, je souhaiterais qu'on fasse un petit zoom quand même. Hein. C'est assez beau. Hein. Merci. C'est typique au nord, ce chapeau. Absolument, c'est le chapeau que nous appelons en milieu otamari surtout le chapeau. Le chapeau. Son nom, c'est le chapeau même. Ah oui? Le reste, c'est des accessoires, mais ce chapeau-là, c'est le chapeau véritablement. Parce que pour le porter, il faut avoir accompli ces rites d'initiation d'abord. Ah, n'importe qui ne peut pas le porter. Non. Je ne peux pas le porter, par exemple, parce que je ne suis pas initiée. Bon, aujourd'hui, on permet que ceux qui ne vont pas passer par les rites d'initiation puissent le porter juste pour un essai. Mais en milieu otamari, pour le porter, il faut attendre de faire les rites d'initiation chez les garçons. Très bien. Et quand vous finissez les rites d'initiation dans la forêt sacrée, c'est à la fin qu'on vous porte ça et on vous fait danser la danse que nous appelons Febemfe. C'est pour dire bienvenue dans le rang des hommes. Des hommes, voilà. Voilà. À partir de cet instant, vous êtes un homme à part entière. Et quand vous parlez de la danse des hommes, on va juste regarder cet élément pour montrer un peu à quoi ça ressemble la danse des hommes. Voilà, c'est pas le tipenti. Ça, c'est pas du tipenti, c'est non, c'est fait bien fait. Le fait bien fait. Justement, comme vous en parlez. Et vous avez dansé ça? C'est quand... Oui, bien sûr. Quand vous finissez donc, les rites d'initiation, on vous porte ce chapeau comme ce monsieur l'a porté. Et vous pouvez danser. On vous fait danser cette danse-là pour la première fois. On tape ce petit tambour sacré qu'on appelle Febemfe-là. Et on vous fait danser, exécuter cette danse-là. Et bienvenue dans le monde des adultes. Et quand on parlait de rites d'initiation des garçons, en quoi ça consiste réellement en fait? Les rites d'initiation des garçons, c'est ces rites que nous pratiquons à partir de l'âge de 15 à 18 ans pour entrer dans la majorité.
Et ça consiste à une série de pratiques où on vous met dans le bain de vos origines. On vous permet de comprendre que ce que vous avez vécu avant, ce n'était rien du tout. C'était rien du tout. Et ça vous assagez au terme, parce que quand vous entrez, vous apprenez beaucoup de leçons. Et quand vous sortez, vous devenez mature. Ça vous permet également d'avoir le courage désormais d'affronter des situations. Vous passez à une autre phase de votre vie, en fait. De votre vie. Effectivement, en fait, tant que vous n'avez pas fait ces rites d'initiation, vous n'êtes pas véritablement compté, même si il advenait un décès avant ces rites d'initiation, on ne sait pas où vous classer. On a perdu un enfant, donc il n'a pas de classe sociale. Mais quand vous finissez les rites d'initiation, vous connaissez désormais votre classe sociale et même les rites funéraires, c'est à partir de ces rites d'initiation qui sont fixés. Très bien. Et quand vous parlez de rites d'initiation, ce n'est pas seulement pour les hommes, il y en a pour les femmes également. Oui, il y en a pour les femmes, c'est ce que nous appelons des country. Les rites d'initiation chez les hommes, c'est des fone. Chez les femmes, c'est des country. Et la danse associée à ce rite? Oui, mais à chaque... Exactement, comme vous le voyez déjà là, c'est au terme des cérémonies de Dukoundre là, des rites d'initiation, donc ce qui est sacré, c'est au terme de cela que les dames viennent danser. Et ça marque en fait le départ pour le mariage de la jeune fille. Quand elle a fini ses rites, normalement avant ses rites, elle ne peut pas se marier. Elle est prête pour le mariage. Elle ne peut pas se rapprocher d'un homme avant, mais quand elle finit ses rites, le jour de la danse, elles font le tour de maison à maison. Quand on vient danser chez son papa, on finit normalement, si elle a déjà un fiancé, on la raccompagne jusque chez le fiancé et on continue à danser, on fait la fête là. Et à partir de cet instant, elle intègre sa nouvelle famille. Alors si je comprends, mais la plupart des danses sont associées à des rites, c'est ça? Oui, la plupart des danses, puisque en réalité, si vous prenez une danse, ça a toujours une origine. D'accord. Il y a toujours un rite culturel qui est derrière. Maintenant, la danse, c'est la partie culturelle des rites en milieu, généralement dans le nord du Bénin, notamment dans l'Atakora. Dans l'Atakora, oui. D'accord. Et on peut en dénombrer combien? On peut faire cet exercice-là? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de danses. En milieu Otamari seul, déjà, on est dans les 70. Waouh! En milieu Otamari seul. Et il y a les voisins, les peuples voisins et assimilés qui ont d'autres rythmes également. Aujourd'hui, quand on parle de l'Atakora, on pense à Tipenti, généralement. Oui, mais c'est la danse populaire. C'est celle que tout le monde connaît. Actuellement, nous sommes dans la logique de valoriser toutes ces danses très belles, mais qui ne sont pas connues. Et peut-être des petites communautés aussi. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée des danses, de ces danses qui sont connues, par exemple, comme le Tipenti? Oui, Tipenti, d'abord, il faut classer ces danses-là. Il y a les rythmes annuels, comme Tipenti, comme Kuchati. Le Tipenti, c'est à partir du mois d'octobre. D'accord. On danse le Tipenti. Il y a des saisons pour les danses? Pour les danses, oui. D'accord. Donc, le Tipenti, c'est à partir du mois d'octobre. Pourquoi? Le mois de sarclage. En réalité, c'est Tipenti. C'est Tipenti. Qui veut dire? Le sarclage. Ah, d'accord. Le sarclage, donc. Pendant qu'on sarcle, on danse? On sarcle. Quand on finit de sarcler, on danse sur le chemin de retour jusqu'à la maison du propriétaire du champ. Et on fait la fête toute la nuit. Et comment ça se danse le Tipenti? Vous voulez bien vous n'allez pas la danse, venez, on va faire cet exercice, Noël, venez. Vous allez m'apprendre ce matin à danser le Tipenti. Comment ça se danse? Venez par ici. Souvent, on se moque de nous. Tipenti, là, on fait un pas en avant. Attendez un chant et puis on va voir ce que ça va donner. Non, souvent, c'est le gong qu'on joue. C'est le gong qu'on joue. Et on fait un pas comme ça. Un pas comme ça. D'accord. Ah, d'accord. Comme ça. Comme ça. Rachida, ne tombez pas. Je fais n'importe quoi, mais bon, c'est une très belle danse en tout cas. Et en dehors du Tipenti, venez par ici, Noël. Oui. En dehors du Tipenti, il y a quelle autre danse? Il y a Kuchati. Le Kuchati, comment on danse ça? Comment danse le Kuchati? Disons, c'est le rythme qui marque la nouvelle année en milieu Otamari. D'accord. Parce que ça marque la fin de la saison sèche
et le début des travaux champêtres. Donc après le Tipinti, on a le Kucharti. En même temps le Kucharti. Le Kucharti. Et ça se danse comment? À partir du mois de juin. Juin, fin mai, juin. D'accord. Et puis là, on chante et puis les femmes dansent. Par exemple, on peut... je vais... Et à chanter, danser, on va voir. Oui, allez-y. Bravo. Super, bravo Noël. Bravo. Et en dehors du Kuchardi, il y a quoi d'autre comme danse? Il y a le du Kuntri dont on venait de parler. Ça, c'est pour les femmes. Vous avez vu les femmes déjà. Ça ressemble un peu à du Aské, non? Le Aské Bariba ou en milieu d'Indi? C'est comparable. C'est comparable, n'est-ce pas? Voilà, il y a une différence. Donc, du Kuntri, là, ce rythme-là, c'est typiquement pour les femmes qui ont fini donc, les rites d'initiation. Et vous les voyez danser là. Là, vous les voyez. Merci, allez, on va s'en arrêter là. Je suis très nulle en danse. On va s'en arrêter là. Dites-nous un peu, Noël, quels sont les instruments qu'on utilise pour les danses de la Takora? Les instruments qu'on utilise pour les danses de la Takora, généralement, il y a le gong. Il y a le gong. Il y a la flûte. Le gong, bon, comme on n'a pas ça pour montrer quand même, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que c'est qu'un gong? Le gong, c'est un instrument métallique composé de 2 pièces avec, et qu'on porte ici et là. C'est comme des bagues. Oui. Et voilà, il y a ce qui est comme la bague et l'autre qui est un peu ovale. Et on tape et ça donne du son. D'accord. Et il y a la flûte également que nous connaissons, mais que vous utilisez beaucoup. Oui. Il y a une variété de flûtes selon les rythmes. Il y a également, en termes d'instruments, il y a ce que les femmes portent, les castagnettes de façon on porte au pied. En fait, et pendant qu'elles dansent, ça fait... Ça, par exemple, ça donne du son. Et il y a d'autres gongs qu'on peut porter par là. Et toute une série d'instruments selon la catégorie de danse qu'il faut. Et ça permet de rythmer la danse. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour mieux valoriser ces danses? Parce que tout le monde veut habiter en ville, veut rester en ville et autres. Est-ce que la jeune génération est toujours attachée à cette tradition? Et c'est un véritable problème parce qu'aujourd'hui, avec, je vais dire, l'exode et les religions dites importées, les gens ont commencé à abandonner les rites d'initiation. Et quand on abandonne les rites d'initiation, forcément, on perd ce pan de la culture-là. Aujourd'hui, pour préserver ces nombreux rythmes, il y a d'abord le cadre culturel de Tuktamago, par exemple, qu'on appelle le Faktam. Le Faktam qui permet de valoriser ces rythmes-là, de ressusciter les rythmes qui mouraient déjà. Et ça, c'est ça existe encore? C'est un festival qui date d'il y a plusieurs années. Ça existe. Ça, c'est quel rythme déjà qui tous les passe? 2 ans. Ça, c'est le Kwantri. Le Kwantri. C'est un rythme qui est exécuté entre 2 rites d'initiation chez les hommes. Parce que chez les hommes, il y a une première année où ils commencent et ils laissent un an couler et ils reviennent. Pendant l'année qui s'écoule avant le second rite, c'est cette danse de Kwantri-là que les jeunes pratiquent. On va écouter un peu ce qui se passe si la régie le permet. Thank you.
Bravo Noël. En tout cas, c'est magnifique. Nous avons une belle culture. Oui. Franchement, il faut le dire. On n'a pas fini de parler de ce que vous faites pour valoriser ces danses. Donc, il y a le cadre du FACTAM là, qui est une initiative de toute la communauté. Oui. Comme d'autres communautés le font aussi. À Miliouama, on a le FECAWA. Mais en dehors de ce cadre communautaire, il y a des initiatives privées. D'accord. Qui permettent également de rappeler, de conserver ces rythmes-là. Il y a ce que moi j'ai initié. Ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on appelle Kouyar Chati. On fait ça chaque année à Tchoumi Tchoumi. D'accord. À Tchoumi Tchoumi. Oui. La fameuse localité Tchoumi Tchoumi que... on ne veut y aller. Quand on veut faire peur à quelqu'un, on dit je t'envoie à Tchoumi Tchoumi. Mais c'est une belle contrée, hein, franchement. C'est un arrondissement de la commune de Natitengu, pour ceux qui ne le savent pas. Ce n'est pas si loin. Donc, il y a ce festival à Tchoumi Tchoumi chaque année. Cette année, on l'a dupliqué. On le fait à Tchoumi Tchoumi dans la commune de Natitengu. Et un mois après, à Chabikouma, dans la commune de Kouane. Très bien. Très bien. Bon, d'autres festivals privés existent encore. Pour que la jeune génération puisse demeurer ancrée, on va dire. Absolument, absolument. Quel message vous avez à passer à cette jeune génération, justement? Bon, ce que je vais dire fondamentalement, c'est que généralement, on néglige notre culture parce qu'on ne la connaît pas. Et quand on essaie d'apprendre à la connaître, on comprend qu'en réalité, c'est notre source. C'est ça. C'est notre identité. Tant qu'on va abandonner notre culture, on va toujours regretter. Je crois que c'est ceux qui sortent même de leur milieu, qui voient chez les autres faire, qui comprennent que, on a quelque chose d'important qu'il faut préserver. Aujourd'hui, Koutamargo est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. C'est tout ça là. Si nous le perdons, c'est qu'à un moment, ce sera déclassé. Et c'est pourquoi nous travaillons véritablement à ressusciter surtout les rythmes qui sont en voie de disparition. Parce qu'au sein de Koutamargo, il y a de petites communautés qui ont migré et qui ont pratiquement perdu ces rythmes-là. Mais avec la commission linguistique, nous travaillons à sortir même chaque année un calendrier culturel de Koutamargo pour permettre aux touristes de pouvoir visiter, mais aux jeunes d'apprendre aussi leur culture. Dans les localités comme Cotonou, Parakou, il y a des troupes également qui sont créées et qui permettent aux enfants qui ne peuvent pas rentrer de connaître un peu leur culture. Voilà. Très bien. Noël Ntia, merci beaucoup franchement, à vous. C'est très enrichissant. Cette rubrique est très enrichissante. On ne va pas faire de jaloux. On va sillonner d'autres départements du Bénin. Avec nous étions hier dans la dernière fois, on était dans la Takora. Donc petit à petit, on va faire le tour de tous les départements. Donc ne vous inquiétez pas, on sera chez vous. Exactement. Au bon soin, bien entendu, de Amandine Anyamboso. De la rubrique Bénin en mouvement. Merci Noël Ntia. Votre mot de la fin rapidement, oui. Un appel peut-être? Un appel, c'est de dire à ceux qui aujourd'hui prennent la culture comme de la sorcellerie, d'apprendre à connaître leur culture plutôt que d'accuser. On n'accuse pas ce qu'on ne connaît pas. Exactement. C'est bien dit en tout cas. Merci Noël Ntia. Je rappelle que vous êtes journaliste culturel. C'est un collègue, il faut le dire aussi, un collègue. Journaliste à Radio Bénin, à la FIA. Et Bénin TV à la FIA. Et Bénin TV à la FIA également. Merci en tout cas pour ce que vous faites, pour que jamais notre culture ne se perde. Merci beaucoup. Excellent jeudi à vous. Après ce tour, on va dire coloré des rythmes et danses de la Takora, on va revenir également à une autre actualité qui est tout aussi essentielle que celle que nous venons d'évoquer. Prendre soin de soi. Notre santé, elle est essentielle car bien bouger et connaître nos traditions, il faut le dire, c'est important. Mais mieux comprendre aussi notre santé l'est encore davantage.
Alors, Amandine Aniambossou, on Rachidat parle Biomaman, aujourd'hui, oui. dans Instant Santé, on parle Bon, de j'aime quoi? bien appeler votre nom Rachidat Biomaman. Bah oui, mais précisément, c'est Rachidatou. Rachidatou Biomaman. Nous, on a été habitués à Rachidat. Il ne faut pas franciser mon nom. On a été habitués. Ah, maintenant, on parle de culture. On parle de... Je le porte fiertement et je l'adore. Rachidatou Biomaman. Allez, Amandine, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler dans l'instant santé du syndrome des ovaires polykystiques, qui est une affection hormonale courante qui touche les femmes en âge de procréer. Il commence habituellement pendant l'adolescence, mais les symptômes peuvent fluctuer avec le temps. Il touche une femme sur 10, mais reste encore largement méconnu ou diagnostiqué tardivement. Et nous en parlons avec le docteur Zaïd Olatondi. Il est gynécologue. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, monsieur Olatondi. Merci Bonjour. d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Dites-nous pourquoi on dit que le syndrome des ovaires polykystiques est une affection hormonale. Alors, le syndrome des ovaires micro-polykystiques, c'est pas une affection, c'est un dérèglement hormonal global qui a de l'impact sur les ovaires. Donc, ce n'est pas une maladie des ovaires, c'est pas une maladie des ovaires, mais c'est un dérèglement hormonal global de tout l'organisme, mais qui va avoir de l'impact sur les ovaires. Et ce qui se passe, c'est que, ça c'est très important à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de communication dessus en ligne, mais il faut comprendre la nuance. Il a été appelé micro-polykystique pour dire qu'il y a beaucoup de petits, poly comme beaucoup, micro comme petits kystes. Mais ce nom, ce que je veux dire, c'est que ça a été mal nommé. Donc il n'y a pas de kystes sur les ovaires. Il n'y a pas du tout de kystes. Ce que vous avez dans vos ovaires, ce sont des follicules qui sont tout petits, mais qui sont censés tous les mois se développer pour aboutir à une ovulation. Mais ça n'arrive pas à maturation. Ça n'arrive pas à maturation à cause de ce dérèglement hormonal. Donc finalement, à l'échographie, ça peut donner des petites images de follicules qui ne grandissent pas et qui vont devenir nombreux, et qui a été décrit au tout début comme étant des petits kystes nombreux. Mais ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules. Et quels sont les signes alors des SOPK? Alors, en général, la femme qui a un syndrome des ovaires micro-polykystiques va avoir des troubles de l'ovulation, elle va avoir des cycles irréguliers qui peuvent être très longs, ou des cycles qui peuvent être carrément, ou une absence de règles, ou des cycles une absence de règles. On va avoir aussi des signes d'hyperandrogénie, c'est-à-dire c'est des femmes qui ont des taux, des hormones masculines élevés, donc avec de l'acné, des boutons sur la peau. On va avoir aussi une pilosité très importante, en fait. Et à l'échographie, comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir ces images de plusieurs follicules nombreux qu'on va appeler aspects d'ovaires aujourd'hui multifolliculaires. Il y a la prise de poids également. Bien sûr, la prise de poids. La prise de poids, on va l'expliquer tout à l'heure un peu pourquoi. Et alors, qu'est-ce qui cause ce syndrome des ovaires micro-polykystiques? Alors, l'élément primordial, comme je disais tout à l'heure, c'est un déséquilibre hormonal métabolique général qui a de l'impact sur les ovaires. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est de la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est que l'insuline? C'est un messager dans l'organisme dont le but en fait est de faire entrer le sucre dans les cellules quand on a mangé. Donc, quand on a mangé trop de glucides ou que génétiquement nos cellules ne répondent pas bien à l'insuline, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop d'insuline. Le corps en sécrète beaucoup. Et ça va avoir l'effet sur les ovaires de les bloquer, de les freiner, d'où ces troubles de l'ovulation. Et les ovaires, après, vont sécréter beaucoup d'hormones masculines, d'où la pilosité, l'acné et des fois des difficultés justement à concevoir. Mais il y en a qui disent également que c'est quand vous ne faites pas des enfants à temps que ça peut arriver également. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas lié au moment où vous commencez à faire des enfants. Le principal problème, c'est l'insuline. C'est de l'insulinorésistance. Dans ce cas, alors, est-ce qu'on peut dire que les SOPK ont un impact sur la fertilité de la femme? La moitié des femmes qui ont
le syndrome des ovaires micropolykystiques vont avoir des troubles de la fertilité. Ça ne veut pas dire que le syndrome des ovaires micropolykystiques ferme la porte à la maternité, ça va juste rallonger le couloir. D'accord. Et comment se fait alors le diagnostic? Le diagnostic, comme je disais, il va être clinique, c'est-à-dire en consultation, il va être aussi biologique et un peu à l'échographie. Donc on va consulter, on va écouter la patiente sur ses signes et on va recueillir les signes dont j'ai parlé tout à l'heure, des troubles du cycle. On va regarder à l'examen, on peut avoir des signes d'augmentation des taux d'hormones masculines, des poils sur le menton, une acné qui dure depuis des années On va avoir un surpoids, surtout une augmentation du périmètre ombilical. C'est surtout le ventre qui va gonfler. Voilà. Donc ce sont des signes qui doivent alerter. C'est des signes qui doivent alerter, qui doivent mettre la puce à l'oreille. Surtout le cycle irrégulier, qui en fait, comme on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est une communication de votre corps et vous. Lorsque le cycle est irrégulier et que vous avez des mois sans règles, c'est votre corps qui vous parle. Et pour compléter le diagnostic, on va avoir des bilans biologiques qui peuvent être très important à faire. Quel genre de bilan, l'échographie ou bien des tests sanguins? Non, quand je dis biologique, c'est une prise de sang. C'est une prise de sang pour essentiellement mettre en évidence cette augmentation en fait, des hormones masculines et l'échographie qui peut nous permettre de voir cet aspect d'ovaire avec plusieurs petits follicules. Mais ce n'est pas systématique chez toutes les patientes. D'accord. Mais est-ce que le mode de vie, on va dire l'alimentation, le stress ou peut-être une activité physique peut influencer, on va dire, l'apparition ou provoquer la gravité du syndrome? Alors, je veux que tout le monde fasse attention à ce que je vais dire. Le mode de vie, c'est la cause c'est la cause du syndrome des ovaires micropolykystiques et c'est ce mode de vie qui va permettre de mieux vivre avec ou pas. C'est essentiellement ça. Expliquez ça de façon plus claire. Oui, voilà, il faut que ce soit clair. Si on prend par exemple l'alimentation ou peut-être le stress, donnez un peu plus de détails pour qu'on comprenne. Alors, ce qui se passe, c'est que ce matin, il y a des gens qui vont prendre le petit déjeuner. Dans le petit déjeuner, il va y avoir quoi? Des croissants, du pain, de la bouillie, du pâté. Donc, essentiellement des glucides. Les glucides, c'est une qualité d'aliments qui vont donner que du sucre quand ils vont être décomposés. Donc, si vous avez consommé ce genre d'aliments, ce qui se passe, c'est que votre corps va sécréter beaucoup d'insuline pour pouvoir faire entrer ce sucre dans les cellules. Et si vous avez remangé à 13 heures et que vous avez mangé beaucoup de riz avec un tout petit peu de viande, le riz, c'est essentiellement aussi du sucre. Le soir, vous avez mangé de la pâte, c'est pareil. Donc, au cours de votre journée et tous les jours, vous sécrétez des quantités énormes d'insuline. Donc, finalement, votre organisme devient résistant à l'insuline et ça crée la cascade. Donc, il faut réduire en fait sa consommation en sucre. Exactement. Et varier son alimentation. Exactement. Des légumes, des fruits. Voilà. Le sucre doit faire partie de c'est la plus petite, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au niveau des glucides, on va avoir le moins possible de glucides dans l'alimentation, mais beaucoup plus de fibres et de protéines et de la bonne graisse. Et souvent, dans le cas des SOPK, on a l'impression que le diagnostic prend parfois du temps. Ou bien ce n'est plus le cas aujourd'hui? Non, c'est vrai que 70% des femmes vont avoir un retard au diagnostic. Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. C'est parce que déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas une forme précise de syndrome des ovaires micropolykystiques. Ça peut avoir plusieurs visages. Vous avez des femmes classiquement qui vont avoir de l'embonpoint, qui vont être SOPK, mais vous avez des femmes toutes minces, mais avec des taux d'hormones masculines très élevés aussi. Et vous avez des femmes où à l'échographie, vous aurez des ovaires plus ou moins normaux, mais que ça va se manifester sous forme d'un dérèglement d'une glande qui est à la base du cou, qu'on appelle la thyroïde, qui va fonctionner à bas niveau. C'est ce qu'on appelle une hypothyroïdie. Donc, la variabilité des visages que peut prendre le syndrome des ovaires micropolykystiques peut être une des causes de ce retard au diagnostic. Est-ce que les conséquences, il y a également le manque de sommeil? Parce qu'on voit des témoignages ou bien des femmes qui se plaignent également du manque de sommeil parce qu'on leur a détecté le SOPK. Ce n'est pas parce qu'on leur a détecté le SOPK, c'est un tout et ça devient un cercle vicieux. Effectivement, c'est des femmes qui vont avoir finalement des troubles du sommeil et même de l'apnée du sommeil à long terme. Et après, il va s'ajouter à ça le poids psychologique de vivre avec le syndrome des ovaires micropolykystiques qui lui-même va être cause d'anxiété. Et cette anxiété, elle-même, va créer des troubles
du sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé qui sont liés au SOPK? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'insuline. On pense directement au diabète. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'une des conséquences à moyen long terme du syndrome des ovaires micropolykystiques, c'est d'avoir un prédiabète et après un diabète de type 2. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, les cellules ne réagissent plus du tout à l'insuline parce que le corps en sécrète trop et on retrouve maintenant des taux de sucre trop élevés dans le sang qui va aboutir sur ce qu'on appelle un diabète. Il y a également l'hypertension. Hypertension artérielle, effectivement, et aussi le fait de ne pas avoir des règles pendant des longues durées, longtemps, va entraîner un épaississement au niveau de la couche interne de l'utérus, ce qu'on appelle l'endomètre. Donc, c'est des hyperplasies, des hypertrophies de l'endomètre et des petites boules qui peuvent apparaître, des bouts de chair qu'on appelle des polypes, qui vont souvent entraîner des règles très allongées ou des quantités, beaucoup trop de caillots dans les règles, des règles anormales de façon générale. Ou bien des règles douloureuses également. Oui, des règles douloureuses. Pourquoi pas un cancer de l'endomètre? À long terme, oui, même si le risque relatif est très faible, on ne va pas alarmer dessus. C'est vrai que c'est décrit. Mais c'est toujours bien d'en parler. Oui, mais le plus important aujourd'hui, c'est le diabète, le prédiabète. On va avoir beaucoup plus de polypes qui vont entraîner des troubles des règles et des troubles, des douleurs pendant les règles que des cancers de l'endomètre, mais le risque relatif n'est pas très élevé. Mais il existe. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour éviter? Pour prévenir? Pour prévenir d'abord et pour peut-être, en cas où on vous détecte cette maladie, comment vivre avec elle? Il faut vivre, manger et avoir des habitudes de vie de gens normaux, pas comme des gens modernes, en fait. Ça veut dire quoi? Pas de mayonnaise. Voilà. Regardez ce qu'il y a dans votre assiette. Et c'est deux piliers, je dirais, en fait. C'est l'alimentation. Je répète, c'est dans l'assiette, ce n'est pas autre chose. Et c'est aussi l'activité physique. Mais au niveau de l'alimentation, c'est deux choses. C'est la qualité de ce que vous mangez, donc beaucoup plus de protéines et de fibres que de très peu de sucre, en fait. Très peu de sucre, pratiquement pas même, en fait. Très peu de sucre. Et le deuxième élément qui est très important, dont on ne parle pas toujours, c'est la fréquence des repas. Tout à l'heure, j'ai dit que l'insuline était la cause principale. Oui. Donc, quelqu'un qui a de l'insuline basse va mieux vivre avec son SOPK ou n'en aura pas et ne deviendra pas diabétique. Mais pour que l'insuline soit basse, il faut avoir des fréquences de repas très, très larges. C'est-à-dire qu'au bout de 12 heures, vous n'avez plus de sucre dans votre organisme. Donc, on va Alors, pas qu'est-ce qu'on fait le matin, on mange à quelle heure? Ça dépend. Vous pouvez manger le matin ou au déjeuner, c'est vous qui décidez. Mais idéalement, ayez des fenêtres de 8 heures, 9 heures maximum. Entre deux repas. Où vous avez mangé, pas entre deux repas. Et pendant 12, 14 ou 16 heures, selon vos capacités, zéro sucre. Zéro sucre. On a oublié de parler du traitement. Alors, le traitement... On en guérit, n'est-ce pas, non? On ne guérit pas concrètement au sens strict du syndrome des ovaires micropolykystiques, mais on vit mieux avec. On vit mieux avec. Ou on peut même carrément être normal, parce que ça dépendra de vos habitudes. Les habitudes sont bonnes. Il n'y aura plus de symptômes dans beaucoup de cas, dans les formes qui ne sont pas très, très sévères. Et si vous changez vos habitudes alimentaires, c'est comme un accordéon, ça revient, vous recréez des difficultés. L'activité physique, très important aussi. À côté de l'alimentation, l'activité physique, elle va baisser les taux de sucre. Mais on a constaté de plus en plus que quand on parle aujourd'hui de la santé, des maladies, il y a l'alimentation qui est primordiale et les activités physiques. Est-ce que c'est parce que nos habitudes aussi de consommation ont changé avec le temps? Oui. C'est exactement ça. C'est parce que dans l'histoire, si vous regardez, je vais vous faire rigoler un peu. Oui. Quand on était beaucoup plus jeunes et que vous mangiez beaucoup de viande et très peu de riz, on dit akpani en Yoruba. Oui. C'est la nourriture du gaspillage. Voilà. Mais c'est exactement ça, en fait, qui est la bonne alimentation. Beaucoup de viande, moins de riz. Beaucoup de poisson, de poulet, moins de riz. Exactement. C'est ça, en fait, qu'il faut. Mais quand vous mangez beaucoup trop de riz, beaucoup trop de pâtes avec 2-3 morceaux, c'est le chemin du prédiabète, clairement. Voilà. Donc, c'est vraiment nos habitudes qu'il faut qu'on revoie complètement. La qualité des repas et la fréquence des repas. D'accord. Il y a un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. On va peut-être y revenir. Je ne sais pas, c'est peut-être pas adapté aux gynécologues. La dépendance à la nourriture. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? En fait, c'est en plein dans le sujet. C'est un malaise ou quoi? Non, ce n'est pas un malaise. Ce qui se passe, un mal-être, j'allais dire. Ce qui se passe, c'est que je vais dire que la drogue la plus répandue aujourd'hui, c'est le sucre. Ah, d'accord. C'est le sucre. C'est une véritable drogue. Donc, tout à l'heure, quand je parlais dans les habitudes
d'espacer les repas, d'avoir des fenêtres de 12 heures sans consommer de sucre. Ce qui se passe, c'est que la majorité des gens vont vous dire « je ne peux pas, je vais avoir des vertiges Ce sont des signes, c'est comme un junkie, c'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à se passer de sa drogue. Vous avez suffisamment de graisse. Il y a le corps qui réclame, Exactement. On a envie d'un coca par-ci. C'est le cerveau. C'est 12 ou 14 morceaux de sucre, entre parenthèses. Dans une canette. C'est pas facile d'en guérir aussi. Non, c'est facile. Ce qui est important, et je veux que ceux qui suivent cette émission le sachent, ça peut paraître compliqué de changer ses habitudes, mais ce sont des petits efforts tous les jours, constants dans la durée, qui vont vous permettre Comment on commence déjà? On prend une journée, comment on peut faire? Comment on procède? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'avoir 2 repas par jour. Si vous ne pouvez pas, si vous avez, par exemple, prenez forcément un petit déjeuner, il faut que ce soit des protéines, jamais de sucre avant 13 heures. Jamais de sucre. Pas de pain avant 13 heures. Pas de pain, pas de fruits, pas de sucre, pas de glucides avant 13 heures. Voilà, si vous tenez à avoir vos 3 repas par jour, sinon on peut se limiter à 2 repas, mais ce que vous pouvez faire au tout début, c'est que manger pendant 12 heures de temps et pendant 12 heures, 0 sucre. Et une fois que votre cerveau se sera habitué petit à petit, que ce sera facile de le faire. Ça deviendra une habitude. Voilà. Pendant les 12 heures, en fait, pendant les 12 heures, vous ne mangez pas. Vous pouvez prendre du thé sans sucre, du café sans sucre, ce que vous voulez. Vous hydrater, prendre suffisamment de minéraux. Et petit à petit, vous pouvez refermer la fenêtre à 8 heures et vous pouvez passer 16 heures. Et parce que votre corps, il a 2 sources d'énergie. C'est le sucre et c'est la graisse. Quand vous faites plus de 12 heures sans consommer de sucre, l'insuline est basse et votre corps il fabrique de l'énergie avec la graisse, donc il passe en mode déstockage. Et vous avez le plein d'énergie et vous pouvez vivre normalement. Et après les 12 heures, on peut prendre du sucre? Idéalement. C'est une question, ça peut paraître idiot. Après les 12 heures, vous pouvez en consommer très peu. Mais très peu, d'accord. Ça ne doit pas devenir une habitude. Sans sucre, vous vivez correctement. On va peut-être lancer le challenge, n'est-ce pas? Puisque, Amandine, ce qu'il faut savoir, Dr Zaïd Latoundi, c'est aussi une star des réseaux sociaux. Hein. Il est très présent sur TikTok. Pourquoi avoir choisi ce canal pour diffuser Non, en fait, j'étais sur tous les canaux. C'est vrai que j'ai perdu ma page Facebook. Mais vous êtes davantage un peu plus présent actuellement sur TikTok. Oui, c'est le réseau où il y a le plus d'abonnés en ce moment. Et à ce propos, justement, à la fin de ce mois, il y a en fait un quest, une petite formation sur comment mieux vivre avec le SOPK qui sera disponible sur ceux qui sont abonnés sur mes pages. D'accord. Merci beaucoup, Dr Zaïd Latoundi, qu'on peut retrouver sur vos réseaux sociaux. Vous tapez juste Dr Zaïd Latoundi en un mot, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube simplement. C'est parti, vous avez des conseils utiles. Santé, exactement, moi je le suis beaucoup. Merci Amandine Aniambotou, Dr Zaïd, merci aussi d'être passé sur Instant Santé de ce jour à présent. On va parler politique quand même, parce que c'est l'actualité du moment. On y va. Vous le savez, on a tous voté le 11 janvier lors d'un scrutin très attendu, organisé dans un contexte institutionnel particulier. La réforme du système partisan, les exigences accrues en matière de transparence, mais aussi des retards constatés dans l'ouverture de certains centres de vote. Alors qu'on attend toujours les résultats provisoires, une question centrale demeure. Comment s'est réellement déroulé ce scrutin et que nous dit-il de la vitalité démocratique de notre pays? Pour en décrypter, on va dire, les mécanismes, les enjeux et les premières leçons, nous recevons ce matin un expert électoral. Je précise, fin observateur de nos processus démocratiques. Rufin Godjo, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aussi. Un peu enrhumé, grippé, on dirait. Ça va. Ça va aller? Ça va aller, ça doit aller. Meilleur vœu également à vous. Alors, en tant qu'expert électoral, quel regard vous portez déjà sur l'organisation de ce scrutin? Je dirais d'abord bravo à la Sénat. Vous savez, ce n'est jamais facile d'organiser une élection. Et lorsqu'on organise une élection générale, c'est-à-dire couplée 2 scrutins simultanés, c'est très costaud, c'est très lourd. Et au finish, voilà, à l'atterrissage, oui, il y a quelques petits couacs qui peuvent régler, mais je dis bravo, surtout qu'on n'a pas enregistré beaucoup de violence et de contestation sur le terrain. Voilà, donc je dis chapeau. On a notamment remarqué, on a constaté plusieurs retards. Des retards ont été signalés dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Est-ce qu'il s'agit, Rufin Godjo, on va dire d'incidents techniques classiques ou de dysfonctionnements plus préoccupants? Bon,
lorsqu'il y a du retard le jour du scrutin, le technicien ne regarde pas ce retard. Le technicien se demande qu'est-ce qui est à la base de ce retard-là. Parce qu'il faut, avant que le matériel arrive sur le terrain, il faut bien finir par faire les petits paquets, par faire les colisages, les organiser, les envoyer au lieu où le scrutin doit avoir lieu. Donc, si vous allez dans un bureau de vote à 7 heures qu'il n'y a rien, rendez-vous à la coordination d'arrondissement ou de zone pour savoir ce qui s'est passé et vous réaliserez que peut-être le matériel est arrivé tard. Si en amont, il n'y a pas la disponibilité des matériels et des documents à la date qu'il faut, le logicien ne peut pas faire la magie, il aura beau être brillant et tout, à un moment donné, il y aura des ratés parce que pour faire les élections, il faut le temps, les hommes et les moyens financiers. Les trois ensemble. Si un élément manque, forcément, la machine va aller gripper. Vous allez vous dire que c'est à Cotonou au début qu'il y a des difficultés. Après, ça a été rattrapé. Ça signifie que le matériel a été mis en place avec un peu de retard. Si c'est avec un peu de retard, ça veut dire qu'on n'a pas fait les colis à bonne date. Si on n'a pas fait les colis à bonne date, ça veut dire que le matériel n'était pas probablement disponible. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut mener le raisonnement. Mais globalement, c'est du lourd, c'est du costaud, c'est 2 élections. Je dis quand même bravo à la Sénat. Et de votre position en tant qu'observateur, est-ce que vous pensez que ces retards ont affecté peut-être la participation ou la sérénité du vote? Ah ben oui, forcément. Personne n'est payé quand il va voter. Aucun citoyen n'est payé. N'a de prime, voilà, n'a de prime, n'a des auréoles quand il va voter. Donc, il ne va pas aller passer 10 heures de sa journée pour voter. Il sort de chez lui, il voit le rang, il va voter et il quitte. Lorsqu'il fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous comprenez qu'il retourne chez lui, c'est pas sûr qu'il revienne. Et ça peut jouer un peu sur le taux de participation également. Il peut perdre patience et ne plus revenir. Absolument, à moins qu'il soit un militant ou un sympathisant très engagé, qui comprend la cause et qui est prêt vraiment à se sacrifier. Mais un citoyen lambda, il peut arriver, si rien n'est prêt, bon voilà, c'est même pas une fête où il y aura la restauration et autre, ou la musique après. Il rentre chez lui, normalement. Alors, vous avez félicité à l'entame la Sénat, mais comparé aux autres scrutins, Rufin Godjo, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des améliorations ou peut-être un léger recul? C'est pas juste et bon de comparer des scrutins. Un scrutin, c'est un scrutin et un scrutin vaut un scrutin. Parce que si on veut comparer, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce que c'est le financement des opérations électorales? Est-ce que c'est les opérations de colisage? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la dextérité des agents électoraux? Est-ce que c'est la solidité du système informatique de la commission électorale? Il y a tellement d'éléments qu'il faut mettre ensemble pour comparer. Donc, une élection vaut une élection, on ne peut pas la comparer à une autre. Celle-ci, quand il y a un scrutin, le souci, tout sous nos cieux, je veux dire, le premier souci, c'est que, quel que soit Alpha, les gens puissent voter, mais surtout qu'il n'y ait ni contestation, ni violence. Vous avez vu, un peu avant le scrutin, il y a quand même eu quelques grincements de dents, quelques difficultés, quelques contestations de l'encadrement juridique des élections. Certains pouvaient profiter, n'est-ce pas, du scrutin pour exprimer leur frustration. Ça n'a pas été le cas. Je dis chapeau à tout le monde. Les partis politiques, de la mouvance, de l'opposition, la société civile, la commission électorale, le gouvernement, le Parlement, la HAC, chacun a essayé dans son couloir jouer sa partition pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et donc, vous avez, parlant bien entendu de la Sénat, il faut dire que pour justifier ces retards, le président de la Sénat s'était prononcé il y a quelques jours, notamment sur notre chaîne, en pleine nuit électorale. Il a dit qu'ils ont été d'abord trop rassurés, d'accord, par l'idée que tout se passerait bien à Cotonou. Ensuite, l'habileté des agents à répartir rapidement le matériel électoral est aussi décrié. Enfin, les retards aussi, dit-il, sont liés à la diligence, n'est-ce pas, des fournisseurs, notamment des imprimeurs qui n'ont pas livré le matériel à temps. Que pensez-vous de ces causes évoquées par le président de la Sénat? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est parler d'imprimeurs alors que c'est un scrutin prévu quand même de longue date n'est pas tolérable. Bon, Mme Rachida, moi je suis pas le porte-parole du président de la Sénat. Maintenant, bon, il a donné des justifications, le technicien que je suis.
c'est pas... Parce que à la l'entame de cette veille... question, vous avez parlé des retards, oui, mais vous avez dit qu'il faut voir les causes des retards. Absolument, les causes des retards. N'oubliez pas que nous avons une Sénat permanente. C'est très, très important dans l'analyse. C'est-à-dire qu'une structure permanente qui a le temps, hein, dans le cas d'Esprit, qui a eu 5 ans pour préparer un scrutin devant. Donc, je ne comprends pas trop comment on parle d'imprimeurs en retard pour une Sénat permanente et pour un scrutin dont la date est connue. Et donc, je ne sais pas trop. Bref, si le jour du scrutin, il n'y a pas le matériel et les documents dans un bureau de vote, aller un peu derrière pour chercher ce qui se passe. Ça veut dire qu'au niveau, certainement, probablement c'est au niveau des marchés que ça se passe. Et ça veut dire que les commandes ont été faites en retard. Et si les commandes sont faites en retard, ça va être livré en retard. Si c'est livré en retard, ça va être colonisé en retard. Si c'est colonisé en retard, ça va être déployé en retard. Si c'est déployé en retard, forcément, il y aura du retard. Il y aura du retard à l'ouverture, à l'atterrissage, quoi. Et donc, je pense que pour une Sénat permanente, on peut faire les efforts d'éviter. Les agents électoraux sont recrutés par la Sénat, donc on ne peut pas recruter les agents électoraux et après se tirer une balle dans les pieds pour dire qu'ils ne sont pas bons. Ce n'est pas l'ONTB qui recrute les gens électoraux, la RCTB qui recrute les gens électoraux, ce n'est pas Rufin Ngozo qui recrute les gens électoraux, c'est la commission électorale qui les recrute. Et donc garant de leur qualité, de leur capacité. Quand on sait que c'est un scrutin complexe, on pourrait quand même être plus regardant sur le profil, la dextérité, la capacité de ces gens qui existent dans le pays et qui ont l'expérience de plusieurs scrutins. Voyez un peu. D'accord. Alors, passé ce cap, quand vous analysez ce scrutin dans sa globalité, est-ce que vous pensez que les mécanismes, on va dire, de transparence prévus par le Code électoral ont été respectés globalement? Oui, globalement. D'abord, faites attention. Il y a en matière électorale, nous commettons tous une erreur. Une des erreurs générales, c'est que nous jugeons sur la base du bout de scrutin que nous avons vu. La Sénat a ouvert plus de 17 000 postes de vote. Donc, a priori, si vous n'avez pas vu les 17 000 postes de vote, vous devriez être prudent. Quand on observe, on voit combien de postes de vote dans la journée. Quand vous êtes très très fort, peut-être 20 postes, 15 postes. Sur 17 000, vous voyez le ratio, ce n'est pas solide. Maintenant, vous allez parler peut-être sur la base de ce que vous avez vu. Moi, pour ce que j'ai vu, globalement, ça va. Maintenant, c'est un processus. On s'améliore, on se bonifie au fur et à mesure. Si on a des agents électoraux de bonne qualité, stables et conformes dans la récurrence régulièrement. Ce n'est pas à la veille d'un scrutin qu'on va ramasser les gens pendant 1 heure et demie pour dire qu'on fait une formation électorale. Non. C'est ce que vous avez remarqué? Vous ne l'avez pas vu, vous? C'est ce qui s'est passé quelque part. Et donc, sur le terrain, la conséquence est immédiate. C'est clair et c'est net. D'accord. Alors, on attend toujours, Rufin Ngozo, on attend toujours les résultats provisoires du côté de la Sénat, des résultats qui ont été avancés, des résultats qu'on a annoncés, j'allais dire, il y a quelques jours, avant-hier, hier également, on a espéré en vain. Est-ce que c'est le signe que ce scrutin vraiment couplé est un test grandeur nature pour la Sénat? Parce que la Sénat nous a habitués quand même à une certaine célérité. Oui, mais c'est la première fois que la Sénat organise 2 scrutins le même jour. D'accord. Que la Sénat organise les communales et les législatives. Et la Sénat doit traiter les résultats des communales et les résultats des législatives. Déjà, à ce niveau, la Sénat doit prendre option. Soit commencer par les législatives et finir par les communales ou vice-versa. Et donc, puisque c'est 2 scrutins, forcément, ça prendra le temps que ça prendra. Rien que la gestion des cantines. Avant, pour un scrutin, vous avez 2 cantines. Une cantine pour la Sénat et une cantine pour l'institution en charge de contentieux, la Cour constitutionnelle, si c'est le référendum ou la présidentielle législative, la Cour suprême, c'est les élections communales. Aujourd'hui, la Sénat reçoit 4 cantines. Et il faut faire le dispatching déjà, les 2 cantines pour la Sénat, une pour les législatives, l'autre pour les communales. Maintenant, une cantine pour la Cour constitutionnelle, une cantine pour la Cour suprême. Rien que ça, vous imaginez. Et maintenant, il faut maintenant ordonner pour savoir par département, par commune, par arrondissement, le nombre de plaies qu'on attend, s'assurer. Vous allez voir dans le processus, si vous dites alors, vous êtes transparent, procès verbal de centralisation. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer qu'on a le nombre exact de plis attendus par unité avant de commencer le travail. Donc vous imaginez que ce n'est pas facile. Et le Bénin s'étend du nord au sud et de l'est à l'ouest. Si Calavi et Cotonou peuvent peut-être donner les résultats facilement, je veux dire rendre simplement
les fiches rapidement. Et j'imagine nos frères et sœurs qui vont charger le matériel de WhatsApp et encore de Kero, dans les coins un peu plus reculés. Mais est-ce que vous pensez, Rufin Ngodjo, qu'on a la Sénat peut-être un peu minimisé, on va dire, le travail et donc ne l'a pas forcément intégré dans le calendrier, puisque nous, les journalistes, par exemple, il y a 48 heures, on a fait le pied de grue à la Sénat, pensant que les résultats provisoires seraient donnés. Hier également, on a fait le pied de grue. On attend toujours les résultats. Oui, est-ce que vous pensez qu'on a minimisé un peu le travail? Chacun a son rôle. Après toutes les élections, même la présidentielle, les médias font la pression tout le temps. Et ça aide aussi la Sénat un peu à accélérer le processus, à aller plus vite. Mais je viens d'expliquer que c'est 2 scrutins. Il faut décanter et pour éviter les télescopages, que des documents des communales n'aillent pas encore dans le circuit des législatives et vice-versa. Que tout ça se fasse de manière propre. Que les cantines de la Cour suprême à la Cour suprême, que les cantines de la Cour constitutionnelle à la Cour constitutionnelle, et que la Sénat s'assure qu'elle a obtenu les 577 cantines qu'il faut pour faire le travail. Puis, c'est 546 arrondissements, mais avec le zonage, on va à 577, je crois. Et donc, ce travail, ça demande le temps. Après un scrutin, on ne saute pas dans la salle informatique pour commencer par saisir les données. Si on ne s'assure pas de l'exhaustivité, vous imaginez, on finit un scrutin, on donne les résultats et on découvre qu'il y a 2 arrondissements, peut-être très peuplés, qui n'ont pas été traités. Ça va créer des problèmes. Donc, c'est un travail qui requiert, comment je vais dire, en même temps de la patience, mais aussi de la dextérité. Et ce n'est pas facile. Les cadres de la Sénat sont sous pression physique depuis près de 2 ans. C'est des hommes et des femmes. C'est des nuits d'insomnie. Oui, on l'a remarqué en tout cas. Ce n'est pas facile du tout. Donc, et malgré cette difficulté, les douleurs d'insomnie et tout, qui doivent encore bander les énergies pour affronter cette étape, ce n'est pas facile. Ils ont besoin d'être soutenus moralement et tout pour faire le travail. Si on veut mettre voilà, les médias parlent de scoop. En matière électorale, on ne peut pas faire des scoops. On va casser le pays. On a besoin d'aller lentement. Et vous n'oubliez pas que tous les états majeurs de partis politiques sont quasiment en apnée et attendent qui va franchir le seuil de représentativité. C'est le gros enjeu des législatives. Et donc, pensez ça là, il faut le faire de manière à ce qu'on puisse démontrer au président là où il a trébuché. Si jamais vous faites ça et que le président démontre que non, mais attends, il y a tel arrondissement n'a pas été calculé. Il faut le faire avec beaucoup de soin. Beaucoup de soin. Donc, vous voyez, la Sénat, c'est des hommes et des femmes qui sont émotionnellement et physiquement très fatigués, mais qui doivent, comme un peu pour la CAN, là, nous finir un match et ils doivent encore bander l'énergie pour attaquer le second match. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Ça requiert de la patience et je pense qu'il vaut mieux patienter et avoir des résultats qui ne sont pas de contestation que de se précipiter. Répondre à la pression des médias, de l'opinion, et puis trébucher, créer de gros problèmes après. Bon. En attendant les résultats, bien entendu, on voit déjà dans certaines presses certains jubilés. Quels sont selon vous, Rufin Ngodjo, les indicateurs sérieux qui permettent déjà de lire ce scrutin? Est-ce qu'on peut se le permettre déjà? C'est un peu imprudent, mais on peut le faire, mais vraiment en y allant comme si on bâchait sur des œufs. Oui, il faut tenir compte de ce que la loi dit pour avancer sur ce terrain-là. Vous savez, aujourd'hui, en l'État, si un parti politique, j'ai parlé avec un acteur politique hier, qui me disait que dans sa circonscription, ils ont raflé tel nombre de dossiers. Il dit, ah, doyen, il faut faire attention. Vous n'avez rien raflé. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme, pour siéger au Parlement, il faut 3 clés. C'est comme vous allez d'abord, vous allez trouver une grande clôture et il faut une première clé. C'est la clé du seuil de représentativité. Si vous y allez seul, vous dites que vous êtes un parti fort, représentatif présent, comment dirais-je, vous passez le premier portail. Les 20%. Vous passez le premier portail. D'accord. Mais si vous allez en accord de coalition parlementaire, on vérifie si vous avez au moins 10% de suffrage valablement exprimé au plan national.
Mais lorsque maintenant vous allez au niveau du second portail, on va vérifier. Le premier portail, quand vous l'ouvrez, vous avez 28 casiers. Chaque casier correspond à une circonscription électorale. Si vous êtes seul, on vérifie que vous avez 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Et si vous allez à 2 ou à 3, on vérifie si après avoir obtenu les 10% au premier portail, l'addition de vos suffrages correspond aux 20%. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant même d'en arriver maintenant à faire l'attribution de siège, il y a un travail important sur le seuil de représentativité et sur le suffrage qu'il faut avoir au niveau de la sélection électorale. Ça signifie quoi? Qu'on est obligé de calculer tous les suffrages de tous les partis avant de savoir qui a 20% de ce total-là. Qui n'a pas eu 20%. Donc, ce n'est pas la peine d'aller au niveau de la sélection électorale. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tous les procès-verbaux ont été compilés et qu'on a au plan national, comme une présidentielle. Il faut savoir aujourd'hui, UPR a eu combien, BR a combien, Moël a combien, FCB a combien, les démocrates ont combien au niveau de la législative. Et c'est l'ensemble des suffrages valablement exprimés au profit de ces 5 partis qui donnera un chiffre. On calculera 20% de ce total-là et 10%. Si vous êtes en accord de coalition parlementaire, on vérifie que vous avez 10%. Vous n'avez pas 10%, vous tombez. D'accord. Et ceux qui ont 10% continuent. Si vous êtes seul, on va voir si vous avez 20%. Si vous êtes seul, vous avancez, pardon. Donc maintenant, je dis, on a fini le premier. Si vous êtes seul, si vous n'avez pas les 20%... tous les forts ont toujours des privilèges. Donc on va déjà directement au niveau de la circonscription électorale. D'accord. D'accord. Et maintenant, c'est au niveau de la circonscription électorale qu'on voit. Je prends l'hypothèse d'un parti qui est allé seul, les démocrates, n'est-ce pas? Première circonscription électorale, ils ont 20%. Deuxième, 20%. Jusqu'à la 24e. Si les démocrates s'il y a un défaut de 20% plus dans de 20% partout et dans une seule circonscription électorale, on dit 9%, les démocrates tombent. Idem pas pour tous les partis. D'accord. Idem pour UP, idem pour BR. C'est ça l'enjeu. Mais comme BR et UPR avec FCB se sont mis ensemble, je prends l'hypothèse qu'au finish 2, parce que c'est un peu les chiffres, que BR et UPR arrivent à franchir le premier portail et arrivent maintenant au niveau des 24 cases. Il faut que BR et UPR se soutiennent en addition de suffrage. Il faut que BR et UPR aient 20%, que ce soit 13 plus 7, 19 plus 1, 10 ça donne plus, les 20%. Les 20%. Mais si les deux partis ont les 20% dans 23 circonscriptions électorales et ont 19% dans une circonscription électorale, les deux tombent aussi. En même temps. Donc, quand il y a cet enjeu-là, on ne peut pas regarder. Et c'est après ça maintenant, vous pouvez faire ça. Autrement dit, vous pouvez être en accord de coalition parlementaire, passer le premier portail, le seuil de représentativité, passer le second portail, ça ne signifie pas que vous avez le même nombre de sièges. C'est après maintenant qu'on va calculer le nombre de sièges qui revient à chaque... Voilà. Donc, les Anglais disent les eaux battent le cosmétique. Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire que le calcul oublie d'abord. Vérifier qu'on a calculé les suffrages de tous les partis engagés dans la compétition électorale. Point 1. Dégager 20% de ce total de suffrages valablement exprimés, tous les suffrages des partis. Je répète, UPR, BR, Moël Bénin, FCB démocrate, tout ce qu'ils ont eu ensemble, on calcule 20%. Ça donne quel chiffre? On calcule 10%, ça donne quel chiffre? Ah, maintenant, c'est après ça qu'on voit qu'il y a 10%. Si tu es en coalition, tu as 10%, tu as 9%, tu tombes. Tu as 10%, tu avances. Et maintenant, au niveau de la circonscription également, donc, c'est ça le... Il ne faut pas que les partis politiques s'occupent du nombre de sièges. Ce n'est pas encore le moment. D'accord. Il faut qu'ils s'occupent. Il y a plusieurs étapes avant d'en arriver. Est-ce qu'ils ont la clé pour le premier portail? Le seuil de représentativité. Et après, s'ils ont la clé pour le second portail, les 20% par circonscription électorale. Et quand ils ont maintenant ces deux clés-là, ils peuvent prétendre, c'est à partir de là maintenant qu'on va calculer le nombre de sièges qui leur revient. Il ne faut donc pas jubiler. Moi, je crois que c'est un président de jubiler à pareil moment. Si on ne connaît pas le suffrage valablement exprimé par l'ensemble des partis politiques sur le territoire national. Donc, c'est cela la démarche. C'est en 3 temps. Et donc, si vous regardez votre quartier seul, bon, vous avez le temps de jubiler. Très bien. Alors, on se rend compte finalement, Rufin Godjo,
que le réel enjeu de ce scrutin, c'est vraiment le seuil de représentativité. Eh bien, absolument. C'est vraiment ça. C'est cela, Oui. c'est cela, le seuil de représentativité d'une part, et le double, je dirais même le double seuil. C'est-à-dire, si vous êtes dans la coalition parlementaire, Ou si vous êtes seul. vous êtes dans la coalition parlementaire, vous avez deux clés. Il faut que vous ayez 10% Dans chaque, au plan national. Au plan national D'accord. d'abord, ensuite. Maintenant, 20% à 2 ou à 3 si vous êtes selon le nombre de la coalition, dans chaque circonscription électorale. Et donc, je pense que l'enjeu à ce niveau-là, si quelqu'un regarde sa circonscription électorale et applaudit, j'ai peur qu'après, cette personne ne coule dans la boue. Il faut savoir raison D'où, garder et c'est éviter pourquoi, les justement, interprétations prématurées. Ça se passera exactement comme une présidentielle. C'est comme si on calculait les suffrages valablement exprimés lors d'une présidentielle. On a besoin de tout ça au plan national pour tout le monde. D'accord. Et après ça, maintenant, le travail va commencer étape par étape. Étape 1, première clé. Premier barrage ou premier portail. Hein? Seuil. L'approche, c'est carrément de lutter contre l'émettement des partis politiques. Donc voilà, c'est un peu cela. Donc je pense qu'il ne faut pas regarder le nombre de sièges d'un parti politique. Non, c'est trop tôt. Ceux qui jubilent déjà Non, moi je leur par demanderais, médias interposés, je plaiderais, parlent de deux géants déjà au Parlement, minimisant, déclarant déjà certains hors course. Peut-être qu'ils ont obtenu l'ensemble des procès-verbaux, je ne sais pas. Mais moi, en tant que technicien, j'attends de voir ce que chaque parti a obtenu au plan national. Sur les suffrages, vous exprimé. Et maintenant, ces suffrages seront sommés. On va dégager 20% de ce suffrage-là. Puis après, 10%, le travail va commencer. Donc moi, je suis au point 1. D'accord. Après, c'est le premier portail, on verra le second portail. Il n'y a pas de 200 ans. Et finalement, quelle leçon, Rufin Godjo, majeure, il faut tirer de ce scrutin? Non, d'abord, la première leçon, vous savez que généralement, c'est la nature humaine. Hein. Je prends les routes cabossées que quelqu'un utilise tout le temps. Lorsque c'est asphalté, qu'il y a le pavé, on oublie que la route était cabossée. Nous avions eu des élections douloureuses pour les partis politiques, pour les candidats, pour les familles, liées à des contestations. Cette fois-ci, on a fait un scrutin où on n'a pas enregistré de contestation, de violence pendant le scrutin. C'est une grande avancée, c'est une avancée énorme. Deuxième chose, nous avons dans notre pays des zones chaudes, surtout dans la partie septentrionale, je suis le cas avec nos frères de Karim Maman, de Kandi, Tangata et autres. On n'a pas enregistré des incursions de groupes terroristes pour perturber le scrutin. Ça, c'est énorme. Deuxième chose, ce scrutin aurait pu créer de grosses difficultés à la Sénat. C'est une première expérience, c'est une première. Au-delà, ce que beaucoup ne savent pas, ce n'est pas le fait que ce soit un scrutin couplé. Généralement, vous verrez rarement un couplage de législatif et de communal. Ce n'est pas commun. Donc le travail qui a été fait à la Sénat, un travail titanesque. Ça demande beaucoup de technicité, beaucoup de dextérité. Donc, quoi qu'on dise, malgré les petites difficultés logistiques, malgré les quelques faiblesses en termes de capacité d'agents électoraux, que la Sénat ait réussi à organiser le scrutin, c'est un exploit. C'est une bonne chose, il faut applaudir. Donc, la violence n'a pas eu lieu, bravo à tout le monde. Le scrutin a été organisé, bravo pour la Sénat. Maintenant, on attend de voir les résultats pour faire des analyses plus profondes. Maintenant, forcément, vous savez, nous sommes déjà à la veille de la présidentielle. Voilà, j'allais dire, parce que ça ouvre le boulevard déjà pour tirer les leçon des manquements pour qu'en avril, on ne dise pas qu'un imprimé a été en retard. Qu'est-ce qu'on doit améliorer en priorité en tant qu'expert? Tout le monde sait qu'en matière de logistique, c'est la commande qui fait la logistique. Vous commandez tôt. Il faut bien choisir déjà les fournisseurs. Vous montez tôt, vous déployez tôt, on ouvre tôt. Il n'y a pas de miracle autour, hein. C'est scientifique. Donc s'il y a une faille, c'est qu'on n'a pas... Si vous commandez tard, vous recevez tard. Bon, moi je ne suis pas là-bas. Je suis technicien, je trouve pas, je suis allé à 9h avec le corps, il n'y a pas de bureau de vote ouvert. Je retourne à l'arrondissement, personne n'a eu de matériel. OK? Je vais à Bédégbé, idem.
je suis technicien. Si le matériel arrivait tôt, on l'aurait écolisé plus tôt. Si c'est écolisé plus tôt, on l'aurait déployé plus tôt. Si c'est déployé plus tôt, on l'aurait vu plus tôt. Donc, que pour la présidentielle, franchement, nous y sommes prêts déjà que les commandes se fassent dans les règles de l'art, dans un délai raisonnable, pour que les techniciens fassent le travail et que le jour J du 12 avril, on ne voit plus les scènes qu'il y a eu à Cotonou. Vous savez, les institutions internationales, quand ils arrivent au Bénin, les observateurs... J'ai appuyé, j'ai éclairé un peu l'Union africaine sur les enjeux des élections. Bon, il y a des personnalités de haut rang qui restent à la capitale. Oui, oui. Vous jugez globalement une élection. On ne juge pas une élection de manière parcellaire. Vous jugez globalement. Là où il y a les manquements, là où ça a été moyen, là où ça a été brillant, vous mettez tout ensemble pour dire, mais globalement, voilà. On ne peut pas regarder quelque part, mais un ambassadeur qui voit ce qui s'est passé à Cotonou jusqu'à midi, ça pose problème. Je souhaiterais vraiment qu'on ne colle plus la Sénat du Bénin, cette affaire-là. On est au-dessus de ça. D'accord. Un dernier message aux citoyens qui attendent les résultats avec impatience. Non, qu'ils soient patients. Ces résultats sont annoncés du côté de la Cour constitutionnelle pour aujourd'hui. Un message qu'ils soient patients. Simplement. Obligatoirement. D'accord. Qu'ils soient patients. C'est important d'être patient dans le cas d'espèce, dans ce contexte, parce que c'est la loi maintenant, c'est comme un amortisseur de véhicule. Si ça tombe dans un truc, il faut que ça tienne. Donc, restons sereins, patients. Et maintenant, au cas où les résultats tombent et que certains soient satisfaits, qu'ils choisissent les chemins légaux et qu'ils ne demandent pas le temps de contester. Rufin Godjo, merci pour tous ces éclairages ô combien utiles et merci pour cet appel également au calme et à la sérénité en attendant les résultats. À très vite. Revenons avec des élections de joie. Exactement. Allez, on déroule à présent le tapis rouge pour éducation aux médias. On retrouve Marvin Promaïs Aïnadou. Dans éducation et médias, aujourd'hui, on parle de culture, modernité numérique, quand les normes s'effacent. Marvin, bonjour. Bonjour, Rachida. Alors, que faut-il retenir de cette thématique? Déjà, la modernité, le numérique, on transforme notre manière de vivre, de communiquer. Et à force de vouloir être visible, certaines normes culturelles sont en train d'être effacées. Et la culture encadrait autrefois notre manière de nous habiller, notre manière de nous exposer et de valoriser en fait notre patrimoine culturel, se présenter en société. Et là, en fait, ces normes n'étaient pas là pour brider, mais pour protéger la dignité et l'image. D'accord. La modernité, la logique du numérique, en fait, il valorise la visibilité, les likes et beaucoup en fait de contenu. Et plus il y a des images qui choquent, plus il y a la visibilité, il y a la viralité. Et la modernité, en fait, a introduit une confusion, être vu et être valorisé. Les gens n'arrivent pas à faire une différence entre ce qui est être vu et être valorisé. D'où maintenant on observe des contenus, des femmes qui s'exposent avec des tenues presque nues, des vidéos personnelles, des photos intimes qui devaient être en fait des choses privées qui se retrouvent exposées au public. Et ça qui facilite, comme on le disait la dernière fois, les déshabillages par l'IA, les réhabillages par l'IA qui sont actuellement en fait des fléaux qui s'observent parce que plus on est exposé, plus on facilite la technologie, on donne en fait plus la possibilité à la technologie de créer ce qu'il veut avec notre image. Très bien. Et l'empreinte numérique en fait, elle est ignorée parce que peu importe la suppression des photos ou pas, elles sont gardées quelque part dans les téléphones de quelqu'un, elles sont enregistrées et elles peuvent être réutilisées sur des sites non conformes ou des sites en fait pour personnes adultes. Il faut retrouver l'équilibre. La modernité n'est pas l'ennemi de la culture et il est possible d'être moderne, d'être actif sur les réseaux sociaux tout en respectant son identité et sa dignité. D'accord? Et là, en fait, les normes culturelles ne peuvent pas en fait d'effacer la réflexion ni en fait la modernité parce qu'actuellement on se dit si je m'habille en fait culturellement ou bien si je m'habille de façon décente, c'est que je ne suis pas à la tendance, je ne suis pas moderne, je ne suis pas stylée. Mais ce n'est pas forcément ça. On peut s'habiller de façon moderne sans pour autant enfreindre ou laisser notre dignité de côté. C'est ça. Et donc, le message essentiel qu'il faut retenir avant de publier une image en ligne, ce serait quoi? Être moderne, ce n'est pas tout montrer, c'est préserver en fait son image et savoir quoi poster. Notre vie intime reste notre vie intime, notre vie publique reste notre vie publique. Il ne faudrait pas se jouer à la tendance et s'exposer à la technologie aussi facilement.
Mais est-ce que ce n'est pas parce que aussi, ce qui capte tout de suite, c'est les images sexy, ça retient beaucoup plus que quand vous venez comme je ne sais pas, une religieuse, excusez-moi, un peu l'expression. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que la plupart des influenceuses ou la plupart des créateurs ou créatrices de contenu exposent leur nudité? Justement, c'est ce que les réseaux sociaux ont valorisé. Plus les images choquent, plus elles sont visibles. Plus ton corps est visible, ça attire. Mais on ne peut pas se baser sur ça en fait pour généraliser. Je prends l'exemple de la première dame qui s'habille toujours de façon très décente. Ah oui, cette dame, mais ses photos, quand ça circule, ça fait du buzz. Mm-hmm. Elle s'habille de façon très décente. Donc on elle peut est pas... même l'incarnation de la simplicité et de la finesse et de l'élégance. Voilà, c'est ce qu'on dira ce matin. C'est ça. Donc, si déjà une femme, une première dame, celle qui représente toutes les femmes du Bénin, s'habille et quand même crée de l'attention autour d'elle de façon décente comme ça, je pense que nous, jeunes, nous pouvons suivre ses pas et également rester en fait dans les normes tout en acceptant la culture sans pour autant aller dans la modernité et dévaloriser tout cela. Merci Marvin pour ce message. J'espère que vous l'avez entendu ce matin. C'est des messages précieux pour garder, on va dire, une certaine dignité en ligne. C'est vrai qu'il y en a qui font le choix de se dénuder. Chacun est libre, Marvin, de faire ce qu'il veut. C'est ça. Mais après, voilà, ne vous plaignez pas aussi quand les conséquences tombent. Merci Marvin, on se retrouve demain. Oui. Toujours sur Bonjour le Bénin, à la bande ABLB vous dit merci d'avoir été des nôtres. Allez, c'est fini, 7h, 9h, on descend et on remonte demain quand il sonnera à nouveau 7h.